Bienvenue dans Voix de comptable, le podcast qui t'aide à trouver ta voie. Je suis Julie Lagneau, experte comptable mémorialiste en quête de sens et j'accompagne les étudiants de la filière expertise comptable à prendre leur envol. Je parcours la France à la recherche d'anciens étudiants en comptabilité et nous retraçons ensemble leurs doutes, leurs échecs, leurs expériences et bien sûr leurs réussites. Aujourd'hui, ils sont experts comptables, commissaires aux comptes, DAF ou encore contrôleurs de gestion, parfois même professeurs ou entrepreneurs. À travers ces parcours inspirants, j'espère te montrer que non, en compta, il n'y a pas qu'une seule voie. Bonne écoute! Ce podcast est rendu possible grâce au label Copilot. Le label Copilot, qu'est-ce que c'est ? C'est une alliance de cabinets indépendants qui les accompagne dans leur développement RH, marketing, digital, commercial, bref, tout ce dont un cabinet entreprise a besoin. Récemment, ils ont lancé le Lab Recrute, un site sur lequel tu peux retrouver des cabinets labellisés Happy at Work. Si tu veux aller y jeter un œil, le lien est disponible dans la description. Bonjour Nargis. Bonjour Julie. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui. On est dans un espace de coworking. On aura l'occasion de reparler un peu tout à l'heure. D'ailleurs, on s'était déjà rencontrés, mais dans un autre contexte. Est-ce que tu peux expliquer si tu te rappelles un peu ? Oui, alors merci Julie d'être là. Merci pour cet entretien. Et je te redis ce qu'on a déjà eu l'occasion de dire, c'est te remercier pour ces podcasts que tu fais. Je trouve ça super intéressant d'ouvrir un peu... aux étudiants ou aux futurs confrères et consoeurs. Il y a aussi des stagiaires experts comptables ou même des experts comptables. Des experts comptables. Expliquer un petit peu les différents parcours qui existent et comment chacun a un petit peu sa petite histoire et ça ne se ressemble pas. Et finalement, chaque histoire est atypique, géniale et passionnante pour chaque expert comptable ou étudiant ou stagiaire expert comptable. Alors, comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés pendant un atelier d'improvisation théâtrale avec un ami en commun. Cyril, pour ne pas le nommer. Bien, c'est ça. Vous commencez à le connaître. Tu sais, je me dis, mais des fois, il y a des gens, ils doivent se dire, mais c'est qui ce Cyril dont tout le monde parle ? Notre cher Cyril. Donc, ça faisait déjà un moment que je voulais faire son atelier, mais toujours aussi peur de faire de l'impro. Cyril a su trouver les mots pour m'encourager. Et si tu te souviens, ce jour-là, c'était une journée complète. Et moi, j'ai fait le choix de faire une demi-journée parce que je trouve que c'était très dur. Non, c'était un samedi, mais je sortir de sa zone de confort. Voilà, ouais. Je trouvais que ça me sortait vraiment de ma zone de confort. Donc, je me suis dit, je pars sur une demi-journée. Et j'étais ravie. Et je referai l'expérience avec Cyril sans problème. Donc, on s'est rencontrés avec Cyril. Et maintenant, on est là faire une interview. Donc, comment ça va se passer ? On va revenir un peu sur ton parcours depuis le tout début. Où est-ce que tu es née, Nargis ? Qu'est-ce que tu as fait comme études ? Quel métier tu voulais faire quand tu étais petite ? Et du coup, au final, quelles études tu as fait ? Tes premières expériences professionnelles et puis pour en arriver à là où tu es aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais alors aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, donc, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. J'ai créé mon cabinet ex nihilo en octobre 2019, donc juste un peu avant le Covid, une brillante idée. Donc j'interviens sur les métiers traditionnels, dites traditionnels, les missions traditionnelles d'expertise comptable, de commissariat aux comptes. Mais j'ai aussi développé un pôle où je suis spécialisée dans la partie transformation de la fonction finance. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est toutes les missions d'accompagnement pour la digitalisation de la fonction finance, mais de manière plus générale et plus globale. C'est la mise en place de RP, la revue des process, revue de contrôle interne, la mise en place d'outils digitaux. Voilà, donc c'est vraiment de manière accompagnement, de manière générale. Super intéressant. Merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire, Nargis, où est-ce que tu es née, toi ? D'où est-ce que tu viens ? On va remonter dans le temps. Donc moi, je suis née au Maroc. J'ai grandi au Maroc. J'ai fait mes études au Maroc. Je suis arrivée à Paris après le bac pour faire mes études supérieures. D'accord. Donc toi, tu étais plutôt du Maroc. Quel type d'élève tu étais alors avant que tu arrives en France ? Alors, on va dire une élève assez sérieuse, assez sage. Voilà, j'ai pas de souvenirs fous à raconter sur ça, mais disons une élève assez sage. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir en France ? Tu te souviens ? Ou est-ce que c'était plutôt peut-être tes parents ? Oui, je me souviens. Alors moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents très bosseurs qui nous ont toujours appris à
à avoir, enfin en tout cas avoir l'envie et des ambitions grandes. Et donc pour eux, ça passait par les études et par une carrière réussie. Donc ça venait de là, j'ai vraiment baigné dans ça et l'envie est venue pour aller vers une expérience internationale, vers... Donc c'est vraiment... il poussait vraiment en fait à ce que tu n'aies pas de limite en fait, parce que direct tu te dis... à viser haut, en fait, à viser le très haut. C'est ça, c'est les études, ils nous ont inculqué ça, c'est les études. Et moi, je voulais faire quelque chose de prestigieux, des études valorisées, enfin, je voulais faire quelque chose qui me tirait vers le haut. Et donc, je me suis orientée vers l'expertise comptable. Et donc, me renseignant avec mes parents, on a vu qu'à Paris, il y avait pas mal d'écoles qui préparaient pour ça. Et pour moi, c'était une façon de grandir, une façon d'aller vers une expérience internationale que je ne connaîtrais pas au Maroc, ou mieux, ou je ne sais pas trop comment je l'ai vu à ce moment-là, mais j'étais poussée par mes parents pour voir autre chose et pour aller vers une carrière plus prestigieuse. Voilà. Et est-ce que expert comptable, c'est le métier que tu voulais faire quand tu étais petite ou... Alors, non. Alors, le premier métier que j'ai voulu faire, c'était hôtesse de l'air. Alors, j'ai découvert ça... Vous n'avez pas l'image, mais actuellement, on enregistre ressemble un peu à une hôtesse de l'air avec sa chemise bleue. Ben, tu vois, je n'avais pas anticipé la question pourtant, mais je voulais être hôtesse de l'air. J'étais impressionnée ou charmée. Je trouvais ça très élégant. Mon premier voyage avec mon papa, j'ai trouvé ça très beau. J'ai dit spontanément, j'aimerais bien être hôtesse de l'air. Voilà. Je pense une année après, j'ai oublié le métier. Mais oui, c'était hôtesse de l'air, mon premier métier. Et qu'est-ce qui a fait alors que t'es passée de hôtesse de l'air à expertise comptable? Parce que tu vois, il y a quand même... je veux dire, au niveau du grand public, c'est pas forcément le métier qui fait rêver. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de t'orienter plus dans la finance, la comptabilité? Est-ce que t'as rencontré quelqu'un, pareil, qui t'a donné envie, ou comment tu te rappelles ou pas? Oui, je me rappelle. Alors ça, je me rappelle très bien. Je pense que je me cherchais un peu. On ne sait pas trop au lycée ce qu'on veut faire. On suit un peu spontanément les parents, les conseils des parents, ou on essaye d'avoir des informations pour aller vers un métier. Je pense qu'on pense tous à un métier où on gagne beaucoup d'argent, être riche très vite. Et toi, c'était ça l'objectif? Enfin, non, mais avoir une vie confortable. Ouais. Je pense que c'est normal. Okay. Avoir un métier qu'on aime et une vie confortable. Mais qui soit rémunérateur quand même. Oui, oui. Ah oui, clairement. C'est normal. Et bien évidemment, aller vers quelque chose qu'on aime. Et puis, donc, j'étais un peu... influencée par mon papa qui me parlait du métier d'expert comptable, des métiers de la finance, des métiers de l'audit, que c'est des métiers assez prestigieux, reconnus, où on peut faire des carrières remarquables. Mais bien évidemment, je n'avais pas le recul et je ne savais même pas c'est quoi commissaire aux comptes, expert comptable. Je ne savais pas du tout. Tu dis ok, ça a l'air stylé. Donc j'ai commencé à me renseigner et je pense que j'ai eu la chance autour d'une discussion avec mes parents et une amie de mes parents qui est expert comptable, à qui j'ai posé beaucoup de questions pour comprendre le métier. Et là, j'arrive à mettre les mots, mais je pense qu'à l'époque, c'était pas ça. Je pense que j'ai vu dans le métier ce côté humain, contact humain, relation humaine, cette valeur ajoutée que tu peux apporter, cette réflexion et cette importance, ce rôle important que tu peux avoir vis-à-vis d'une société, comment tu peux aider un dirigeant. J'ai vu que ça pouvait me ressembler, que je pouvais aimer. Je pense qu'elle a aussi mis les mots à ce moment-là. Et du coup, j'ai suivi l'instinct et j'ai fait ça. Et donc, quand j'ai eu mon bac... ton bac, c'était quoi? C'était un bac... Un bac compta. Okay. Comptabilité, donc je me suis orientée en bac comptabilité et j'étais décidée, je voulais être expert comptable. Là, c'était beaucoup plus clair. Et ça t'a plu la compta quand t'as découvert Ah oui, ça m'a plu. Ouais. Ça m'a beaucoup plu. On avait aussi d'autres matières et on avait aussi la compta, de l'éco, pardon, des matières en économie. En fait, c'est un peu général, un peu de management, un peu de système... C'est pas vraiment de système d'information, mais c'était une introduction à l'informatique.
Et ça m'a plu. Alors, bien évidemment, j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait pour devenir expert comptable. Hein. mais ça m'a plu. Donc, ma détermination était toujours présente et je savais que je voulais être expert comptable. C'était mon seul objectif à ce moment-là. Alors ça, c'est des fois, tu sais, j'ai des questions des étudiants qui ne comprennent pas débit crédit. Est-ce que toi, tu as compris direct ou est-ce que tu as mis du temps quand même? Parce que moi, j'avais mis quand même plusieurs mois. De revenir Est-ce que tu te souviens? Dans mes souvenirs. Tu sais, au début, tu découvres, tu comprends rien, quoi. Débit, crédit, tu inverses tout. C'est pas un langage commun. C'est ça, c'est une autre langue, en fait. C'est une autre langue. C'est comme pour nous, si on doit faire du code. Le développeur, c'est sa langue, il comprend... et souvent, ça les fait rire quand on dit « mais je comprends rien, qu'est-ce que tu fais, comment tu fais ça ?» Alors que lui, il comprend pas non plus la compta. C'est ça. Donc en fait, je pense qu'une fois que tu t'y intéresses, tu as une période où tu vas te poser beaucoup de questions, où tu vas pas trouver ça logique. Mais moi, je me disais, mais c'est vraiment, ça n'a aucune logique. Alors qu'en fait, si, mais il faut prendre le temps de il faut comprendre. s'imprégner de la logique, comme tout. Il faut s'imprégner de la logique et une fois que tu as compris les bases, tu peux t'adapter à l'évolution des connaissances que tu feras de la compta approfondie, tu auras des sujets beaucoup plus approfondis. Donc c'est intéressant ce que tu dis, Julie, parce que parfois on a envie d'aller vite pour tout de suite faire de la conso, faire des écritures compliquées, la conso, ou travailler si t'as pas compris débit crédit, ça va être compliqué. Non, mais au début, je pense qu'on a envie de voir vers quoi ça peut me mener d'être expert comptable. Et donc, on a soif de découvrir tout ce qu'on peut faire et ça peut paraître un peu chronophage, débit, crédit ou des notions basiques. Mais il faut accepter, je pense vraiment qu'il faut accepter de passer par cette phase où tu apprends les bases, où tu maîtrises les bases. Une fois que tu es passé par cette étape-là, eh bien, tu es prêt à tout absorber plus tard. Parce que, comme tu l'as vu, même quand tu fais de la conso en DSCG, tu reviens à tes basiques en social, en écriture basique. Si tu n'as pas le schéma de l'écriture en social, c'est très difficile pour toi de comprendre le retraitement. Parce qu'il faut retraiter quelque chose qui a été passé dans les comptes sociaux. Donc effectivement, c'est long au début, si on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir des tutos, on a la chance d'avoir... Il ne faut pas hésiter à aller voir sur YouTube, voir dans différents livres, différentes éditions, pour avoir différentes manières d'expliquer. Il y a des façons plus ludiques qu'un livre aujourd'hui. Il y a des tutos, il y a des mots, il y a plein de choses où on peut apprendre petit à petit à son rythme. Et aujourd'hui, depuis quelques années... Beaucoup d'étudiants font la formation en apprentissage et ça c'est génial parce que ça permet de voir un petit peu en pratique tout de suite ce que tu vois à l'école. Donc, oui, il y en a beaucoup qui comprennent la logique débit-crédit quand ils font leur stage de première année. Tu sais pas, toi tu passes l'écriture à la main, débit-crédit. Sur du papier. C'est ça. Ou sur ton ordi ou autre. Mais quand tu arrives en cabinet, en fait tu vois un logiciel, tu comprends pas, on t'a parlé d'une liasse fiscale, mais en fait comment ça va mouliner, comment je vais arriver à avoir la liasse fiscale. Ah bon, c'est ça le bilan, et très bien, tu vois, tu repenses à tes cours. Donc je pense qu'on apprend petit à petit. Il faut pas vouloir aller vite, il faut prendre le temps. Et donc toi, tu as obtenu ton bac, tu l'as eu avec une bonne moyenne, avec mention ? J'ai une mention assez bien. Ok. Ouais. Et donc toi, comme tu voulais être expert comptable, tu t'es dit directement je vais faire le DCG ou parce que tu sais, tu as le BTS, tu as plusieurs moi, voies. Quand je m'étais renseignée auprès des écoles, on m'avait conseillé de suivre cette voie de l'expertise comptable. Et c'est comme ça que j'ai commencé DSCG, DCG, voilà, la formation, on va dire classique, la voie vers l'expertise comptable. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon pour arriver. Hein. C'est vrai que pour l'instant, j'avais eu beaucoup de master CCA ou d'écoles de commerce, mais il y en a aussi... il n'y a pas de règles en fait. Non, il n'y a pas de règles. Et puis ça fait de nous des profils différents, complémentaires, avec des appétences différentes. Et c'est ce qui fait la richesse des cabinets aujourd'hui. Et donc, alors, quand tu arrives en DCG, je pense que... Est-ce que tu vois, je sais pas, un gap de niveau entre ce que tu voyais, toi, au lycée et le DCG ou comment... Tu évolues naturellement. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas les mêmes...
C'est pas le même enjeu, c'est un examen national, c'est différent. Là, tu sais que tu t'es spécialisé, donc on attend de toi quand même un niveau de connaissance. C'est vrai que ça remonte. Et non, pour moi, c'est une évolution naturelle. Et effectivement, oui, tu passes énormément de temps à essayer de comprendre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations théoriques à absorber. Et quand tu beaucoup de nouvelles matières, des précisions, il faut retenir pour passer l'examen. Il faut avoir quand même... T'as pas assez de recul avec la pratique. Donc, t'essayes de faire des liens avec la pratique, mais si tu travailles pas, c'est pas évident. Et c'est vrai que c'est pour ça que l'alternance aujourd'hui c'est excellent, parce que on te parle d'écriture, et bien tu viens au cabinet, tu sais très bien, tu as une facture sous les yeux, et ben tu comprends pourquoi là ça va plus en 627 et pas 621, et tu vois, c'est plus logique, donc tu fais le parallèle avec une réalité. Voilà, donc alors quand tu as une formation initiale, c'est pas évident. Donc toi tu étais en initiale? Alors j'ai commencé en initiale, ensuite j'ai fait le DSCG quasiment en travaillant. J'étais à l'Intec, où je faisais des formations, je m'adaptais donc à mon planning. Et c'était super, parce que du coup, ça m'a permis déjà de connaître le monde du cabinet. La culture, rien que d'être dans une entreprise. Que je ne connais pas. De voir les différents pôles qui peuvent exister dans un cabinet, du social, de l'audit, l'expertise comptable, quand tu es à l'école, tu connais pas ça. Donc arriver en cabinet m'a permis un petit peu déjà de comprendre ce que je fais en pratique et de faire appel à mes connaissances théoriques. Et c'est là où tu vois que tu es quand même bien armé, parce que tu as des bases, mais ça suffit pas. Il faut pratiquer pour prendre l'expérience. Et surtout, en fait, il y a des cas que tu verras jamais à l'école. Et inversement, tu as des cas que tu as vus à l'école et que tu verras peut-être une ou deux fois dans ta carrière, et encore, même c'est même pas sûr. C'est ta formation qui te donne... Alors, je mets en parenthèse entre guillemets, vous les voyez pas, mais... Entre guillemets, je mets un jugement professionnel. À ce moment-là, tu mets pas ce mot-là. Mais effectivement, quand tu as des bases théoriques et techniques, eh bien, tu te donnes le droit de te dire, j'ai jamais vu ce cas, mais en fait... La logique voudrait que ce soit ça. Ok, mais j'ai pas la réponse, je sais pas comment faire. Eh bien, j'ai quand même un DSCG, donc je sais chercher. T'as le Memento, t'as la doc, t'as intranet, t'as Internet, et puis t'as une logique surtout. En fait, c'est d'abord ta logique et ensuite la doc. Parce que dans notre métier, on peut pas tout connaître. Comme tu le sais, le DEC, on a accès à la documentation. L'objectif, c'est pas tout connaître par cœur. L'objectif, c'est une logique. C'est pas d'être une encyclopédie. On sait que dans ta vie professionnelle, il y aura toujours des cas que tu n'avais jamais vus avant et que tu devras traiter, mais il faut savoir chercher l'information. Il faut savoir chercher et utiliser l'information et la traduire et l'expliquer à ton client. Et alors, avant ton alternance, tu avais fait des stages, alors je suppose, en DCG. Oui. Comment ça t'est passé ? J'ai fait des stages. Alors, ça s'est très bien passé. Alors, j'ai fait 2 stages. J'ai commencé par un premier stage où c'était pas obligatoire, mais j'avais vraiment hâte d'aller en cabinet pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc, premier stage fait dans un petit cabinet parisien où j'ai vraiment fait de la saisie comptable, rapprochement bancaire, lettrage des comptes, voilà, vraiment les tâches basiques que tu pourrais avoir quand tu débutes. Et ensuite, j'ai fait un deuxième stage dans une association où j'étais assistante comptable d'un comptable général, où j'ai fait la même chose différemment, mais avec un volume différent, un contexte différent. Et comment t'as fait alors pour trouver ces stages ? Parce que c'est pas forcément évident. Peut-être qu'il y a des personnes qui nous écoutent. Je pense que l'épisode sortira en février, mars. Donc là, quand on tourne, on est début septembre. Il y a peut-être des personnes qui n'ont toujours pas trouvé de stage. Toi, comment t'avais fait pour trouver un stage, justement ? Est-ce que t'as peut-être des conseils à donner ? Alors, j'ai des conseils à donner parce que je connais un peu les outils ou les façons pour chercher aujourd'hui. Il y a beaucoup plus d'outils. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon premier stage parce que je ne savais pas à qui m'adresser, comment faire. Je ne connaissais pas tous les sites de recherche de stage. Et puis, quand tu n'as pas d'expérience sur ton CV...
les gens ne te connaissent pas, donc c'est pas évident. Tu n'avais pas accès à tous les réseaux sociaux qu'on peut avoir aujourd'hui, les offres que tu peux avoir sur LinkedIn, sur Insta ou des réseaux spécialisés dans notre profession. Donc j'ai essayé de trouver, alors je ne me souviens pas dans les détails, mais j'ai demandé à plusieurs personnes, j'ai pas pu trouver. Et en fait, j'étais désespérée. Je suis allée voir mon prof de finance en fin de cours. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez m'aider ? Je cherche un stage, c'est pas le stage obligatoire, mais je voudrais vraiment faire un stage. Est-ce que vous savez comment je peux faire ? Comment je peux m'y prendre ? Est-ce que vous avez des confrères qui cherchent ? Je pense qu'il a eu de la peine pour moi et il m'a proposé d'intégrer son cabinet pour un stage. Donc mon premier stage, c'était mon prof de finance. Voilà, qui m'a offert cette opportunité de faire le premier stage en compta. Et pour ton deuxième stage, alors, c'était non, c'était pas dans le même cabinet parce que c'était une asso. C'était une entreprise, ouais, c'était une association. Alors deuxième stage, pareil, donc je repars c'est toujours le même questionnement de se dire comment je vais trouver un stage. Alors j'avais épuisé l'option du prof. Tu voulais pas refaire au même endroit, tu voulais voir autre chose ? Alors, je pense que lui, il avait franchement pas besoin d'un stagiaire à cette époque-là. Je pense qu'il m'a pris vraiment parce qu'il voulait m'aider. Et je n'ai pas proposé autre chose. Donc, c'était vraiment un stage de 2 mois, un stage d'initiation. Je me suis dit qu'il fallait que j'ai voulu. Et c'était déjà une première chance. Et merci à lui de m'avoir permis de faire cette première expérience. Donc, je pense que j'ai eu aussi beaucoup de mal à retrouver. Et j'ai trouvé... Ça, par contre, je n'oublierai pas parce que j'ai passé des heures et des heures à le faire. Je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'annuaire de l'Ordre des experts comptables. J'habite à Paris. Je vais prendre par arrondissement et je vais postuler partout. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Je crois que j'ai commencé par le 8e parce que c'est là où il y a le plus de cabinets. Et après, j'ai postulé. Je ne sais même pas si j'ai envoyé 500, 600, 700 candidatures. C'était marrant. Enfin, c'était long surtout. Et on doute à ce moment-là parce qu'on se dit c'est dur, j'ai pas de réponse. Et puis, maintenant, je sais que les cabinets, les adresses mail qu'ils mettent sur l'ordre, sur l'annuaire, c'est pas forcément celles. C'est des adresses contacts. Maintenant, je sais parce que moi-même, j'ai la même adresse. Donc, je pense que la moitié de mes candidatures n'ont jamais été consultées. Mais j'ai eu la chance de décrocher un stage. C'était peut-être l'adresse mail de l'expert comptable et c'est comme ça que j'ai eu mon deuxième stage. Et donc, quand tu étais en DCG et avec tes expériences professionnelles en cabinet, ça t'a conforté dans le fait de vouloir être expert comptable ? Comment tu le ressentais à ce moment-là ? En fait, quand tu débutes, tu ne vois pas encore vraiment le métier d'expert comptable. Tu es dans la saisie et c'est normal. Tu commences par le début. Et j'avais soif d'apprendre plus de choses. Mais dans mon cas, moi, je voulais être expert comptable. Donc, je me posais pas plus de questions sur l'intérêt du métier ou est-ce que c'est pas l'expérience professionnelle qui m'a donné envie d'être expert comptable, mais plutôt dans l'autre sens. Donc, tu avais bien conscience, en fait, que ce que tu faisais là, c'était pas le métier d'expert comptable. Et donc, Non. Du coup, ça t'a pas du tout freiné. Tu t'es dit, OK, ça, c'est juste le début. Et... je trouve ça normal. En fait, oui. Tu peux pas... T'apprends, c'est progressif. Tu peux pas faire un bilan tu peux pas faire un bilan au bout de 2 mois. Combien même tu maîtrises la technique, tu as besoin d'avoir des étapes différentes avant d'arriver à un niveau... C'est pour ça que tu as un junior confirmé, un senior et un peu plus senior. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, s'il y a des étudiants là qui nous écoutent et peut-être qui sont un peu dégoûtés par leur stage ou autre, ce qu'ils font, c'est pas pour autant qu'il faut peut-être se mettre une croix sur l'expertise comptable, puisqu'un expert comptable, au final, ne fait pas forcément, même souvent pas... Non, on ne fait pas de saisie. Il fait pas de saisie. C'est pour ça qu'il a des collaborateurs qui vont l'aider à préparer le dossier, à arriver au bilan non, mais on passe forcément par cette étape-là, parce que une bonne saisie ou une saisie bien faite facilite la vie de l'expert comptable, parce qu'il passera beaucoup moins d'heures à réviser le dossier. Donc, en fait, je pense qu'il faut juste se dire que
en débutant, je dois faire mon boulot parfaitement. En confirmé, je dois être parfait. Et en expert... Enfin, chaque étape est importante. C'est-à-dire une saisie mal faite, c'est l'horreur pour l'expert comptable. Quand il va faire la révision du dossier ou son chef de mission, il va tout refaire si c'est pas bien fait. Donc finalement, chaque étape est importante et c'est bien de le faire bien. Et après, dans un cabinet, si on sent qu'on n'évolue pas, on peut toujours discuter avec l'expert comptable ou le chef de mission. Parfois, il suffit d'en parler. En cabinet, on est ravis de voir des collaborateurs qui veulent monter en compétence, s'ils ont la compétence et qu'ils ont l'envie de le faire. Nous, on est ravis. On se dit, très bien, il veut apprendre, il veut progresser. Si on sent qu'il est encore fragile ou il a des points à renforcer ou des lacunes, on peut le conseiller pour lui dire, là, je pense que tu n'es pas encore prêt, je te conseille de faire un petit peu plus. Mais en cabinet, on est ravis de voir des profils qui veulent évoluer. Je mettrais juste un petit bémol à ce que tu as dit, dans le sens où je trouve que, par exemple, moi, à titre personnel, c'est quand j'ai fait de la révision que j'ai compris un peu mieux comment on saisissait bien une facture, dans le sens où, tu vois, par exemple, dans les charges externes, pourquoi il faut mettre ce que c'est comme type de prestat, etc. Tu vois, le fait d'aller un peu plus loin, tu comprends mieux. Ah oui, ok, je comprends pourquoi il fallait mettre cette info-là dans le libellé, tu vois ce que je veux dire? Oui, et parce que quand tu fais ta révision et que tu veux voir si tu n'as pas une facture qui est mal imputée, si tu as tous les mois qui sont enregistrés et qui manquent rien, voilà, tu te dis, en fait, récurrence. Voilà, si tu veux valider ta récurrence, si tu veux... Et là, tu te dis, ah oui, je comprends mieux. Voilà, c'était important. Et là, d'un coup d'œil, tu peux revoir ton compte. Après, tu peux pousser pour aller dans les justifs, mais c'est important. C'est important de se dire... C'est une étape très importante et aussi importante que le bilan. Et pour conseiller ton client, tu as besoin de savoir-faire. Donc il faut progresser. Il faut faire les choses, prendre le temps. Et on ne va pas tous à la même vitesse, on n'a pas tous le même background, on n'a pas tous les mêmes points forts en compta, en finance, en droit. Et on a la chance de faire un métier qui présente un panel très large en connaissances théoriques, mais aussi bien techniques. Donc, il faut se tester, voir et échanger avec les collaborateurs. On apprend beaucoup de choses. Être curieux. Et en cabinet, on adore voir ça parce qu'on se dit, la personne, elle a envie d'apprendre et tu as envie de la pousser et de lui donner un peu les tips pour qu'elle puisse progresser. Et donc, tu disais que tu avais fait ton alternance en DSCG. Toi, tu as choisi de le faire en cabinet. Enfin, c'était vraiment voulu ou je voulais commencer le cabinet. Alors, moi, c'était pas une alternance. Je travaillais. Ah non, c'était pas en alternance, du coup. Non, c'était pas une alternance. Je travaillais et je faisais ma formation à l'Intech en même temps. Donc, tu étais en CDI. Voilà, et je faisais ma formation à l'Intech en même temps. Et ça m'a permis de voir un petit peu... Alors, j'avais fait plutôt un peu d'expertise comptable, mais aussi du conseil. Qu'est-ce que tu appelles le conseil, du coup? Parce que ça peut être un peu là, flou. Là, je dis que c'est le conseil, mais... Et c'est a posteriori que je mets le mot conseil. Mais là, j'étais junior déjà, je faisais partie d'une équipe, c'est pas moi qui faisais le conseil. Donc moi, j'étais une participante à cette mission-là, qui était des missions d'externalisation auprès des directions financières, qui s'appelle aujourd'hui le management de transition, la transformation. Encore une fois, je mets le mot aujourd'hui sur ça, mais à l'époque on m'a demandé de revoir un compte, de faire ça, et je l'ai fait. Voilà, il y avait un associé, un manager, enfin de toute façon j'avais pas la compétence pour faire ça, donc ça serait prétentieux de dire que je faisais du conseil. mais voilà, maintenant je mets le mot avec beaucoup plus de recul. Donc c'est des missions où j'intervenais plus chez le client, parce qu'il y avait un rush sur la compta où il fallait les aider, parce qu'ils changeaient de logiciel comptable et qu'il fallait apporter de l'aide, mais je suivais le programme de travail qui m'était alloué. Voilà. Et pareil, là, donc, c'est ce que tu as fait... Tu l'as passé en combien de temps, du coup, ton DSCG? J'ai passé en 2 ans, 3 ans, je l'ai passé. Ah oui, quand même, alors que tu travaillais... 3 ans.
entre l'Intech et l'État. Et comment tu gérais ça? Du coup, tu avais des cours le soir et le week-end ou... Alors, c'était... Je sais pas comment t'as fait, c'est super courageux. L'Intech, tu peux faire des cours alors la journée, c'est à la carte, le soir ou samedi. Et tu as beaucoup de personnes qui travaillent, qui font cette formule du soir. Ou tu peux avoir, là je me souviens pas dans les détails, mais tu peux avoir par exemple une matinée où tu as cours, donc tu t'arranges avec ton employeur et tu lui dis que tu travailles, tu as cours tel jour le matin. Et le reste, quand tu as fini les cours, quand tu as fini le boulot, tu bosses, tu travailles ton DSCG. C'était super, super courageux, je trouve. Écoute, je voulais en même temps apprendre le métier. Et je tenais absolument à passer mon DSCG et à l'avoir pour être expert comptable. Oui, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, l'alternance, à ce moment-là, c'était pas du tout développé. C'était pas, tu sais, je pense que ça s'est développé il y a 4-5 ans, où maintenant c'est devenu un peu mais la norme. Normal, ouais. Où les écoles aujourd'hui se sont adaptées avec un rythme d'alternance adapté, avec une communication adaptée sur ça. Les cabinets, aujourd'hui, tu as forcément un alternant dans le cabinet, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc là, du coup, c'est beaucoup plus facile parce que tu vois que les étudiants, parfois, ils font tout le cursus en alternance. Il y en a qui commencent dès la première année. Dès la première année, d'ailleurs, c'est très courageux de commencer dès la première année parce que ça veut dire que comme t'es pas comme tes copains en initiale qui ont plus de temps, ils finissent les cours, ils ont le temps de prendre un verre, de se voir, de se faire des week-ends, c'est pas la même chose. Donc, mais n'empêche qu'au bout, tu vois, quand t'as ton DSCG, si t'as fait les 5 ans en alternance ou si t'as fait que des stages et que t'étais en initiale, c'est complètement différent. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Après, c'est des choix, mais j'ai le sentiment que les étudiants s'orientent de plus en plus vers l'alternance. Bon, certains commencent au DCG et c'est très bien. Je pense que c'est très difficile de commencer dès la première année du DCG, mais c'est tout à fait courageux. Surtout avec c'est quand même un programme qui est assez lourd et tu vois, quand t'as jamais fait de... Enfin, moi, par exemple, je venais d'un bac S. Quand tu n'as jamais fait de contact, tu dois déjà comprendre la logique débit-crédit, etc. Si en plus c'est en alternance, après tu me diras peut-être que le fait de saisir des factures, ça t'aidera aussi à mieux comprendre. Mais je me dis, autant le DSCG, je trouve que c'est bien de le faire en alternance et tu as déjà un peu les bases. Moi, ce que je conseille, le plus tôt est le mieux de commencer l'alternance. Mais en tout cas, moi j'ai fait initial pour le DCG et le DSCG en alternance et je trouvais que c'était un bon compromis parce que du coup t'as quand même le côté tu vois, t'as un peu en DCG la passerelle de se dire t'es encore en initiale donc t'es pas encore totalement dans la vie professionnelle, t'es encore un peu lycéen, oui, tu vois, c'est quand même un cap, c'est dur, tu passes après c'est très courageux, mais effectivement commencer en DSCG, moi je trouve que c'est parfait, c'est le bon compromis, t'as déjà acquis tes notions théoriques, tu sais, tu connais un peu le rythme du DCG, DSCG, tu t'es préparé, tu t'es forgé un peu et tu sais vers quoi tu vas. Mais aujourd'hui, on en a de plus en plus en cabinet et je trouve ça super. Et les cabinets se sont adaptés et les écoles se sont adaptées avec des rythmes cohérents avec la saison fiscale, avec les cabinets. C'est quoi la saison fiscale, la période fiscale? Tu peux nous rappeler un peu ce que c'est alors, pour ceux qui ne connaissent pas. On parle de moins en moins de saison fiscale parce que les cabinets font tous ils beaucoup sont overbookés toute l'année, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est qu'ils font plusieurs métiers. Il y a plusieurs métiers. Okay. Il n'y a pas que la mission d'expertise comptable. Alors la saison fiscale, c'est la partie d'Elias fiscal, donc la partie de l'année où on a le plus de boulot. Et encore, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec des comptas mis à jour tous les mois, la saison fiscale n'a rien à voir avec une saison fiscale d'il y a 10 ans. C'est pas la même chose. Tu mets à jour ta compta tous les mois, donc c'est juste une phase de révision. Et si en plus tout est parfait, la révision, ça va très vite. Donc, et en alternance, aujourd'hui, sur cette période de janvier à fin mars, généralement les écoles font en sorte que le collaborateur soit présent le plus possible. S'il était sur un rythme de 3 jours, généralement ils sont là 2 semaines à 3 semaines par mois, parce qu'ils savent que c'est une période où naturellement on a plus besoin d'eux. Ouais. Et donc tu obtiens ton DSCG alors
au bout de 2 ou 3 ans. Mais du coup, je t'avais même pas posé la question, tu étais en expertise ou t'étais expertise comptable, mais plus externalisation. Okay. J'ai fait un peu d'expertise comptable, donc de la tenue pour commencer la première période. Et après, il y a eu un besoin un jour sur des missions d'externalisation. Et donc, j'ai fait beaucoup plus d'externalisation. Et donc, quand tu obtiens ton DSCG, est-ce que je me dis c'est le moment, il faut y aller, il faut commencer autre chose. Voilà, j'avais envie d'entamer autre chose. Donc là, je suis allée vers l'audit, parce que je pense qu'on rêve tous de faire de l'audit. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. À ce moment-là, quand tu es étudiant, c'est la curiosité. Tu ne sais toujours pas. Je pense que c'est l'image aussi, tu sais, l'image des... Parce que quand je dis audit, je vois direct les Big Four, etc. Donc je pense que des fois ça attire. Ouais, ça attire. Et puis, je pense qu'à cette période, je me posais encore la question, mais que fait l'auditeur ? Enfin, c'est pas très clair, ou en tout cas, ça te donne envie de te poser plus de questions. Donc, et je pense que c'était le moment pour changer. J'avais envie de voir autre chose. Et donc là, j'ai commencé en audit. Où je commençais mon stage et voilà, et du coup là c'était une nouvelle expérience et j'ai évolué principalement là-dedans pour des missions d'audit, alors avec un peu de conseils sur la partie due diligence ou des missions où tu accompagnes un client. Alors due diligence, c'est quoi ? C'est un client qui se fait racheter ou qui a une opportunité. Audit d'acquisition. Un client qui a une opportunité et en fait un vendeur ou un acheteur qui voudrait auditer cette boîte pour savoir combien elle vaut. Est-ce que le prix demandé par le vendeur est fiable ou en tout cas représente une valeur de marché correcte, voilà, pour faire simple. Et en fait, quand tu as fait de l'audit, généralement, tu peux faire ce type de mission parce que ça appelle à des techniques d'audit sur des missions légales. Donc voilà, donc j'ai principalement évolué là-dedans, tout en faisant mon stage d'expertise comptable, les obligations des 3 ans, le mémoire, enfin voilà. C'est marrant que du coup tu as dit due diligence, donc en anglais, parce que quand j'ai regardé ton CV sur LinkedIn, j'ai vu que quasiment tout était en anglais. Est-ce que tu peux nous dire, je sais pas, quel est ton niveau ? Est-ce que pour toi c'est important l'anglais ? Est-ce que ça l'a été ? Est-ce que ça l'est toujours aujourd'hui Alors, j'avais un bon niveau d'anglais avant de commencer le cursus d'expertise comptable parce que dans mes rêves de lycéenne d'aller vers l'international, je ne savais pas si j'allais en France ou dans un pays anglophone. Donc, j'avais commencé à travailler ça très tôt. Et en audit, c'est assez important parce que j'étais amenée à travailler avec des entités, des filiales de sociétés étrangères où on avait des remontées en anglais et j'évoluais dans un écosystème anglais. Donc naturellement, dans les gros cabinets, tu es plus amené à parler anglais et je voulais absolument améliorer mon anglais et d'ailleurs j'ai eu l'opportunité de faire un séjour pendant quelques mois à l'étranger. Dans le cadre de ton job non, que j'ai fait à titre personnel. Okay. Pour améliorer mon anglais business en Angleterre. Et voilà, donc je pense que vraiment c'est super, super, super important de travailler son anglais dans notre métier parce qu'on a beaucoup d'opportunités avec des sociétés étrangères. Et aujourd'hui, il y a même des stagiaires experts comptables qui font le choix de faire 1 année à l'étranger ou même 2 ans. Je crois que tu peux faire ton stage... Il me semble que tu peux faire... Ça dépend des pays, mais en Europe, en tout cas, il me semble que les 1 an à l'étranger, du coup, c'est si c'est hors UE, en gros, mais si c'est en UE, tu peux faire ça les peut 3 être ans. génial, en fait. Si tu as cette opportunité, ça peut vraiment être génial. Si tu es dans un cabinet, tu vois, quand tu évolues dans un grand cabinet, tu as toujours la possibilité de faire un échange au bout de 1 an ou 2 ans dans la même boîte, mais d'aller dans un pays, ça, franchement, je recommande vivement parce que tu apprends énormément, tu vois une autre culture, un autre environnement, une autre façon de fonctionner. Et puis plus tard, si tu as envie de t'installer, tu as une autre culture que tu as développée et tu as vu d'autres types de boîtes. Tu peux te spécialiser dans des boîtes de tel pays de filiales. Tu as plusieurs cas où tu as des filiales des sociétés étrangères qui veulent s'installer en France. Et du coup, inversement. Du coup, toi, tu peux avoir la double culture ou en tout cas l'aisance en anglais
qui fait que tu sauras parler avec le dirigeant français aussi bien que le dirigeant anglais. Ou en tout cas, je recommande vivement et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer dans notre métier. Et c'est très, très, très important de le travailler. Et d'ailleurs, de plus en plus dans le cursus, on le ressent. C'est plus t'as l'épreuve d'éco qui est en anglais, oui, qui a changé récemment. Voilà, donc il y a un travail qui est fait là-dessus et je pense que on a déjà vu les résultats sur ça. Et donc là, tu étais en stage alors. Comment ça se passe ton stage? Est-ce que enfin, je sais pas. Du coup, tu étais en audit, tu faisais beaucoup de déplacements. Est-ce que c'était pas compliqué de tout gérer en même temps? C'est pas évident de faire le stage en même temps. Enfin, quand tu es en audit, tu as naturellement beaucoup de missions, tu interviens sur différents secteurs d'activité. Et puis, tous les ans, tu grimpes, donc tu as des responsabilités, tu apprends de nouvelles choses, tu as des challenges. Et alors, c'est super intéressant, mais c'est vrai qu'il faut vraiment être très organisé pour pouvoir gérer en même temps le et le stage. Mais personnellement, c'est un objectif, donc je ne me posais pas la question. Tu ne disais pas, est-ce que c'est compliqué ou pas? Non. Moi, de toute façon, je le veux. Je vais être expert comptable, on ne se pose pas la question. Donc, c'était ça. Et puis, ce qui est super sympa, c'est que dans les cabinets, tu peux avoir des collaborateurs qui sont aussi en stage, des collaborateurs qui passent le DSCG, des collaborateurs qui décident de passer le DSCG en cours de route. Et en fait, tu te fais un peu des amis autour de ça. Et parfois, vous allez bosser ensemble. Vous donnez des conseils, tu te poses des questions sur les journées de formation, enfin voilà. Et ça crée un peu un collectif où tu te sens un peu moins seul et ça c'est sympa. Et au niveau des épreuves, par exemple, le mémoire, est-ce que tu te rappelles comment tu as trouvé ton thème? Est-ce que ça t'est venu comme ça, naturellement? Est-ce que tu as galéré à trouver? Alors moi j'ai fini mon stage, j'avais pas encore rédigé ma notice. Du moins, je savais sur quel sujet, le thème, je connaissais mon thème, mais je ne trouvais pas encore la bonne approche qui ferait que ça serait un mémoire digne d'un DEC, ou en tout cas qui serait accepté pour apporter une méthodologie, ou en tout cas avoir un apport à la profession. Donc, j'arrivais pas à trouver. C'était quoi le thème? Alors, c'était les centres de services partagés. Alors, c'est lié parce que j'ai fait mon mémoire DSCG sur ça, parce que j'avais travaillé sur des entités en étant auditrice qui étaient où une partie de la comptabilité était traitée dans des centres de services partagés. Et c'est comme ça que je me suis intéressée au sujet. Et donc, j'avais fait un mémoire DSCG sur ça, mais sur comment j'audite une entité qui a recours à un centre de services partagés. Donc, j'expliquais ce que c'était. Je proposais. Et du coup, c'est quoi un centre de services partagés? Parce que je ne sais pas ce que c'est. Donc... Un centre de services partagés, c'est une entité créée par... c'est une externalisation des fonctions support dans une entité interne. Je m'explique. Quand tu externalises une fonction, tu fais généralement appel à un prestataire. Sauf que là, tu vas l'externaliser, mais ça ne sera pas un prestataire, ça sera une entité qui appartient au groupe. Donc l'avantage, contrairement à l'externalisation auprès d'un prestataire, c'est que tu ne perds pas la main, tu ne perds pas le savoir et tu ne dépends pas du prestataire. Et tu crées une entité où tu vas développer des méthodes que tu maîtrises, un contrôle interne que tu surveilles de très près, des collaborateurs que tu auras formés et une façon de fonctionner qui limite tes risques et qui, en fonction de l'activité, va te permettre d'aller plus vite, d'être à jour. Voilà. Donc les centres de services partagés et le sont toujours créés plus par des structures assez importantes qui vont mettre un centre de services partagé dans un pays selon leur choix, selon une étude qui est faite, où ils vont l'implanter. Et donc, généralement, c'est les fonctions support dont la comptabilité, la compta fournisseur, la compta générale. Généralement, la comptabilité générale, compta fournisseur et client. La compta générale est généralement conservée au siège, mais ça dépend des cas. Donc voilà, donc là, c'était dire comment j'audite une entité où la compta n'est pas tenue au même endroit. Est-ce que tu sollicites ce centre de services partagé quand tu as besoin de documents? Comment je fais? Quelle approche? Voilà. Et donc, je savais que j'avais envie de faire quelque chose sur ça, mais je ne trouvais pas. Donc, je me suis dit, je vais passer les écrits, je vais voir ce que ça donne. Et donc, j'ai eu les écrits.
Parce qu'on peut passer les écrits, pas forcément à la même session que, on peut passer que le les mémoire. écrits. Voilà. Je me suis dit, je vais pas attendre de trouver ce sujet que j'arrive pas à trouver. Et je vais y aller. Donc je me présente pour les écrits et j'ai validé les écrits. Donc j'avais plus le choix. Je me dis, maintenant il faut y aller, il faut trouver le sujet. Plus que le 10 au mémoire. C'est ça, il faut le mémoire. Donc il faut y aller. Le deck, il est à quelques mois de travail. Et donc j'ai eu un déclic sur toujours ce sujet où j'ai fait une méthodologie de proposition de mise en place de centres de services partagés, mais aussi l'expérience fait que tu as fait des missions, tu as participé à des choses qui font que tu as aussi plus de sources d'inspiration, tu as discuté, et puis pour choisir le sujet, là je me souviens pas dans le détail, mais tu appelles tes amis, tu discutes avec tes associés. Des coachs deck, peut-être des Cyril, peut-être. Non, alors je connaissais pas Cyril. Je connaissais pas Cyril à l'époque. Enfin, je le connaissais, mais je ne l'avais pas consulté sur ça. Mais tu discutes, tu vas sur Internet, tu vas sur la bibliothèque. Là, dans le détail, je ne me souviens pas, mais c'était vraiment plusieurs étapes. Et je pense que j'étais même allée sur d'autres sujets que j'ai essayé d'explorer. Finalement, je me suis dit non, ça ne va pas le faire. Et à force, tu finis par trouver. Et tu te dis, c'est ça. T'as la petite ampoule qui s'allume. La petite ampoule et puis la petite mission qui se présente. J'avais échangé avec des confrères, les missions réalisées. Et voilà, et t'y vas. Et donc, je me suis lancée sur ça. Une notice, présentée, validée, et j'y vais. Et ton sujet, alors, définitif, c'était sur quoi ? C'était ça, c'était une méthodologie de mise en place d'un centre de services partagés à l'étranger. Et donc, c'était une proposition de méthodo de mise en place de centre de services partagés. Qu'est-ce que c'est ? Comment je le fais ? Comment je le fiabilise ? Comment je le digitalise ? Une boîte étrangère qui fait un centre de services partagés en France ? Le contraire, une boîte française qui fait un centre de services partagés à l'étranger. Par quoi tu commences ? Toi, tu es expert comptable, tu es sollicité pour ça. Qu'est-ce que tu fais ? Comment tu vends la mission, la lettre de mission, la typologie, tout ce que tu fais sur ça. Sur ce volet-là, j'ai aussi appris, ça c'est très important, qu'en fait, les confrères sont prêts à t'aider. Tu peux aller voir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit des confrères et pas des concurrents. Enfin, c'est bête, mais les mots ont une importance. On m'a dit, n'hésite pas à solliciter. J'ai eu vraiment beaucoup de... J'étais entourée par les bonnes personnes et j'ai pu avancer parce que tu doutes en fait. Combien même tu as eu ton catin, c'est-à-dire la validation de ta notice qui te donne le go pour valider ou pour te lancer dans la rédaction, tu te dis est-ce que c'est ça ? Est-ce que ça va être à la hauteur ? Est-ce que je suis sur... Et donc il faut bien s'entourer, il ne faut pas hésiter à partager. Quand tu fais ton stage avec un groupe de stagiaires pendant 3 ans. Donc, tu as de nouveaux amis qui sont dans d'autres cabinets qui peuvent t'aider sur des sujets. Donc, c'est vrai que c'est un process qui prend du temps, mais il ne faut pas hésiter à en parler. C'est sûr que le mémoire, il a été vraiment enrichi par mes confrères, des personnes qui m'ont aidée et des confrères pour certains que je ne connaissais pas. Et donc, alors, tu disais que tu avais eu ton 4.1 ? Oui. Et donc après, il faut se lancer dans la rédaction. Alors, comment ça... T'as réussi à le faire d'une traite ou Je me suis dit, j'y vais, il faut y aller. Donc, je me lance. Je devais le présenter, la session, à la fin août, tu sais, pour le présenter en octobre. En novembre. En novembre, donc, et du coup, tu l'envoies fin août. Tu le renvoies, ouais. Voilà, donc je me suis lancée. Il était prêt, mais je n'ai pas eu le courage de l'envoyer parce que je trouvais que je n'avais pas eu assez de temps et de recul et que je pouvais mieux faire. Donc c'était vraiment une frustration pour moi. Je t'en parle avec beaucoup de recul. C'était une frustration parce que j'ai décidé que je ne l'envoyais pas le 30 août. Et que bien évidemment dans mon entourage, tout le monde me disait mais c'est une folie. Tu ça fait je sais pas combien de temps que tu bosses dessus. Sauf que tu avais juste besoin d'indices. Donc oui, mais bon, je me dis, j'ai pas envie de repasser 2 fois et j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui maîtrise pas son sujet avec mon jury. Parce que là, t'es pas devant ta feuille, t'es devant un expert comptable et un universitaire. Et puis pour moi, ça devait être un moment de plaisir de présenter mon travail. Et j'avais pas envie de donner quelque chose de moyen. Alors je dis pas, j'avais juste envie d'aller au bout de ce que je peux faire pour être contente de ça. Et après, je défends
à la soutenance. Après, ça peut plaire ou pas, mais j'étais pas convaincue. Et alors, c'était une frustration parce que j'ai bossé pendant 2 ou 3 mois là-dessus. Parce qu'en plus, du coup, t'as fait une croix sur tes vacances d'été. Oui, bien sûr. Je me suis enfermée, comme tous ceux qui passent le DEC. Tous ceux qui passent en novembre. En août, en novembre, pour le rendre en août, je me suis enfermée et je me suis dit, objectif. Mais la difficulté, c'est que tu peux pas garantir ta productivité en rédaction, contrairement à tu veux passer la compta et audit, tu sais comment y aller. Tu as des annales, tu as un programme. Là, c'est quand même un produit, une valeur ajoutée que tu dois mettre en valeur, que tu dois expliquer. Il y a une articulation entre les parties. Et des fois, il y a une page, tu peux faire 30 minutes et l'autre, tu vas passer 2 heures. À rédiger. Voilà, il y a des jours où j'ai pas réussi à rédiger, d'autres où tu stresses, d'autres où tu vois la deadline arriver, et d'autres où tu te dis oui, mais j'ai envie d'avoir un super mémoire, donc je vais pas y arriver. Donc il était prêt le 30, mais j'ai pris la décision et sans aucun regret de pas le rendre, mais c'était frustrant à l'époque. Donc je me dis il est prêt maintenant, il faut. Je me suis pas replongée dessus tout de suite. Je pense que j'avais vraiment besoin de prendre du recul. Je me suis remise un petit peu fin décembre, début janvier. Et voilà, là, j'ai fait le max de ce que je pouvais faire. Et je l'ai déposé et c'est passé. Et j'ai eu une très bonne note. Et il a été publié sur la bibliothèque. J'ai eu 15. Et il faut combien 14. 12, 13 ou 13, je ne sais pas. Je pense qu'il faut 13. Oui. Voilà. En tout cas, tous les mémoires ne sont pas publiés. Oui, il a été sélectionné. Je pense qu'il faut. Bref, je pense qu'il y a des conditions, mais je ne les connais pas. Et voilà. Donc, finalement, je regrette pas. J'étais très contente alors. Ouais, donc j'ai perdu 6 mois. C'est perdu. Enfin, quand tu prends la décision de ne pas le déposer alors que c'est prêt, c'est dur et tu te dis ah là là, je perds 6 mois, c'est pas possible alors qu'il me faut un 10. Mais t'imagines si t'as pas le 10 et que t'es pas prête et enfin. Je sais pas, je trouve pas ça facile à gérer émotionnellement devant un confrère. Si t'es pas sûre de toi, ce que t'as fait. Ouais, voilà, et que c'est bourré de fautes d'orthographe ou que t'as pas suffisamment relu ou pas. Enfin, donc voilà, aucun regret. Donc ça, c'est pour dire aussi que parfois il faut savoir accepter de pas être prêt ou de prendre le temps. Et là, pareil, je t'en parle avec beaucoup de recul. Quand j'ai pris la décision, c'était frustrant pour moi et je m'en suis voulu et voilà, mais finalement sans regret, vraiment. Et ça dépend aussi peut-être du projet qu'on a derrière. Est-ce que toi, dans ta tête, c'était une fois que j'ai le deck, c'est bon, je m'installe ou qu'est-ce que tu te souviens? Je pense qu'à ce moment-là, je voulais avoir le deck. Tu sais, c'est des étapes. Tu voyais pas plus loin. Je pense que c'est des étapes. Pareil, tu dis le DCG, allez, je vais avoir le DCG. Une fois que j'ai le DCG, c'est fini. Tout de suite, c'est le stage, tu vois. Et c'est des étapes. Et c'était clairement dans un coin de ma tête t'installer, mais je n'avais pas de plan. Je voulais d'abord avoir le deck. Voilà, faire les choses dans les étapes. Pas être illégal. Voilà, c'est ça. Avoir le deck. Et donc quand j'ai eu le deck, c'était un soulagement. Mais j'ai pas pensé tout de suite à l'installation parce que je pense que tu prends aussi un peu de temps pour réaliser que tu as validé le deck. Parce que c'était ton objectif final. Mais oui. Puis en fait, quand tu l'as, après tu te dis qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, mais je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait. Ok. Next step, c'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je pense que quand tu as le deck, alors ça dépend des gens, il y en a qui sont décidés, ils ont le deck 2 mois après, ils sont installés, tout est déjà prêt. C'était pas mon cas. Tu prends juste un moment pour réaliser parce que c'était un long chemin et tu fais un peu... tu te dis, j'y suis arrivée, quelque chose qui te paraissait très, très, très loin. Et je pense qu'il y a une satisfaction, il y a une fierté. Enfin, c'est un mélange de beaucoup d'émotions. Et puis, c'est aussi une passion pour le métier. Donc, je suis très passionnée et tu es honorée de faire partie de la profession. Donc, je pense que je ne me suis pas posé trop de questions. Et que ça allait venir, je prenais le temps. Et c'est resté dans un coin de ma tête. J'avais cette petite voix qui me poussait à me poser des questions, mais sans trop agir. Et je pense que quand tu es aussi... tu te poses la question par quoi j'ai commencé, la création ex nihilo, enfin voilà. En plus, toi, tu étais en audit, tu faisais pas trop de compta, enfin d'expertise. Donc j'ai pas un portefeuille d'expertise comptable, donc tu sais pas trop. Donc
Alors, la voix était... Enfin, en tout cas, l'envie était persistante. D'être indépendante plus. Oui, voilà. Là, ça a comme... Après, je pense, une année, je me posais sérieusement la question. Et j'ai commencé à me renseigner, ou en tout cas aller vers le CJEC, aller rencontrer des gens. C'est quoi le CJEC ? Alors le CJEC, c'est le club des jeunes experts comptables. Alors c'est le CJEC, il y a le CJEC national pour la France, et après c'est dans les régions, le club des jeunes experts comptables Île-de-France, c'est le club des jeunes installés. Et donc c'est un club qui est dédié aux jeunes qui s'installent pour les aider, pour répondre à leurs besoins, pour leur présenter un peu les outils qui existent sur le marché, pour présenter aussi des remises, des partenariats, des prix qui sont négociés. En plus, du coup, toi, tu avais ton deck, mais tu n'étais pas installé, donc potentiellement, tu avais aussi des confrères et consoeurs qui, eux, venaient de s'installer et avec qui tu pouvais échanger. C'est ça. En fait, j'avais soit des amis que j'avais rencontrés pendant le stage ou des amis dans la vie privée installés. Donc, tu commences à... Dans mon cas, je me pose des questions. Et tu commences à demander. Et tu te rends compte que chacun a sa petite histoire. Et les histoires ne se ressemblent pas. Et après, tu as le courage ou pas de sauter le pas. Mais après, c'est un cheminement, je pense, personnel. Et tu le fais. Donc, j'ai commencé à venir un peu au CJEC. J'ai fait des connaissances. Tu commences à voir ceux qui se sont installés. Tu recenses aussi les difficultés. Et tu commences à peser un peu le pour et le contre. Et je pense que quand tu as envie de t'installer, à un moment, tu te dis, j'y vais. Et c'était mon cas. OK. La seule chose à perdre, c'est de ne pas vivre ce rêve, en fait. Donc, j'y vais. Je me lance, mais toujours la boule au ventre. Tu ne sais pas du tout... ce que ça peut donner, et j'avais la conviction que c'était ça et que je voulais le tester, malgré la difficulté que tu peux anticiper de l'installation. Donc je me suis lancée en octobre 2019, donc j'ai créé mon cabinet, donc je suis la seule associée. T'es toute seule, c'est pareil, c'était un choix, ou toi, d'être toute seule, est-ce que tu aurais voulu trouver quelqu'un ou pas forcément? Je pense que pareil, c'est des parcours. Soit tu as fait des rencontres qui font que c'était un ça projet paraît qui évident, était bâti en amont, et que vous saviez que vous aviez le même projet, des amis ou des associés. C'est pareil, là tu peux avoir des diplômés qui sont tout de suite associés dans leur cabinet ou qui rachètent une part. En fait, je pense que c'est vraiment des expériences complètement différentes et des envies différentes. Certains voudraient être indépendants, d'autres voudraient faire partie d'un réseau. Il n'y a pas de meilleure façon de faire. Je pense qu'il faut s'écouter et se connaître et connaître ses limites et vers quoi on veut aller. Et toi alors ? Moi, j'avais envie d'aller vers une expérience ou en tout cas quelque chose que je vais bâtir moi-même en partant d'une page blanche. J'avais conscience, et je suis toujours consciente, que c'est difficile et que le chemin est semé d'embûches. C'est pas évident, mais j'avais envie de vivre cette passion qui m'animait tout au long de ce parcours pour être expert comptable et qui date de mes rêves de lycéenne après l'hôtesse de l'air. Donc, je suis allée vers ça, je me suis installée. Alors, j'ai eu la chance d'avoir des amis déjà installés avant moi qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont donné un peu les tips et les erreurs à éviter. T'as des exemples ? Alors, je te donne un exemple simple. Tu veux t'installer, tu veux choisir un logiciel comptable. Alors, pour ceux qui étaient dans l'expertise comptable et qui avaient déjà un logiciel comptable et qui faisaient ça tous les jours, ils vont repartir sur le même. Ils ne vont pas s'aventurer sur un autre logiciel. Mais quand dans mon cas, je l'avais utilisé, mais ça faisait 4, 5, 6 ans, voilà. Tu te dis, tu as un large choix sur le marché. Tu as des prestataires qui vont tous te vendre le rêve pour leur logiciel. Et tu te dis, comment je fais ? Et en fait, ça prend du temps. Donc j'ai été au congrès, j'ai rencontré les différents prestataires. Et le congrès, tu peux expliquer ce que c'est ? Alors, le congrès de l'Ordre des experts comptables, c'est un congrès annuel. C'est un rendez-vous de rencontre annuelle de la profession où tu as donc tous les prestataires de la profession qui sont prêts, où tu as des stands. Et donc, tu peux aller vers les prestataires que tu souhaites ou les prestataires que tu ne connais pas et que parfois tu découvres au stand.
Et tu as aussi des ateliers en parallèle pendant ces 3 jours de congrès sur des thématiques différentes, l'expertise comptable, le commissariat aux comptes, l'évaluation d'entreprise, avec des conférences. Et en fait, c'est là où tu peux parfois faire de belles rencontres, découvrir de nouvelles thématiques. Certains viennent à la recherche d'un sujet de mémoire. Donc voilà, donc c'est vraiment le rendez-vous annuel. Le rendez-vous annuel où il y a tout le monde ne vient pas, mais on va dire où les experts comptables se retrouvent un peu. Et tu as la tendance de l'année, parce que tu as des thématiques tous les ans, et c'est super, super enrichissant. Donc je suis allée là, donc j'ai vu un peu tous les fournisseurs. Ça t'a fait peur, non? Parce qu'il y en a énormément. Mais c'est là où je te disais c'était important, parce que finalement, j'ai appelé des copains ou des amis que j'avais nouvellement rencontrés, des confrères et consoeurs rencontrés au CJEC pour dire t'as quoi comme logiciel? Moi, on m'a proposé ça, qu'est-ce que t'en penses? Et du coup, tu commences à discuter. Et ça prend énormément de temps. Et donc, si tu t'es fait un petit peu ce réseau, tu t'es entouré, tu gagnes beaucoup de temps. Et certaines personnes qui ont utilisé des logiciels qui vont te dire oui, mais toi, au vu de ton activité, c'est peut-être pas adapté, je te conseille ça et ça, évite de faire ça. Moi, j'ai fait ça, finalement, j'ai perdu un peu de temps, ça m'a coûté plus cher. Enfin, voilà. Et donc, tu gagnes beaucoup de temps et tu as des conseils, tu as des retours d'expérience, et ça, c'est super. Voilà. Et donc, à ce moment-là, quand tu t'installes, donc c'était fin 2019, donc tu cherches forcément un logiciel pour faire de l'expertise comptable. Est-ce que tu faisais déjà d'autres missions ou... Alors j'ai commencé avec l'audit, donc des missions d'audit. Donc tu faisais du CAC où je travaillais avec des confrères, donc j'avais pas des mandats en propre. Voilà, donc j'ai travaillé avec des confrères en audit. En commissariat ou... Alors c'est soit on appelle ça de la co-traitance ou de la sous-traitance, c'est-à-dire des confrères qui vont faire appel à toi pour gérer des missions avec eux en période où ils ont un pic d'activité, ou parfois des collaborateurs qui sont partis, ils n'ont pas le temps de recruter tout de suite. Et donc du coup, je suis intervenue sur ça. Donc j'ai commencé en octobre-novembre, et on a eu Covid. Voilà, mars 2021. Donc voilà. Donc finalement, la première année, j'ai pas beaucoup développé, ou en tout cas, ça pouvait pas se faire. On était chez nous. Voilà. Donc j'ai énormément travaillé sur la partie audit, où je travaillais donc avec des confrères, puisque voilà, ils étaient complètement digitalisés, il y avait zéro problème, tu avais besoin de ton PC, tu avais les éléments et tu travaillais à distance. Donc la première année, ma stratégie n'était pas celle que j'avais prévue en développement, puisqu'on n'avait pas d'opportunité. C'est ça. On n'avait pas d'opportunité de développement. Donc j'ai fait aussi pas mal de formations la première année. Tu as fait des formations sur plutôt techniques ou... Alors en audit, et là c'est pareil, j'ai eu l'opportunité de le faire par un ami rencontré au CGEC, avec qui j'avais discuté, et en fait un jour il a eu un besoin, il a pensé à moi, et ils avaient un besoin en audit, et il m'a appelé, et ça s'est fait. Donc c'est aussi je pense qu'il faut pas économiser son énergie à aller vers les autres, en fait, à se dire quand je suis allée au CGEC, je cherchais pas forcément une opportunité ou autre. J'y suis allée déjà pour découvrir, parce que je ne connaissais pas de près. Et après, tu as des amitiés qui se lient, où il y a des événements. Donc, j'allais aux événements. Ils organisaient des événements sur l'installation, des événements sur les prestataires. Donc, c'était un nouveau monde que je découvrais. C'est pas la même chose. Là, tu passes en entrepreneur. C'est pas la même chose. Et c'est un monde que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Donc, tu es plus salarié, tu dois pitcher, tu dois vendre un produit, tu dois savoir dire ce que tu fais. Quand tu as un client en face de toi, tu dois le convaincre. Il ne te connaît pas. Tu n'es pas une marque, il ne te connaît pas. Donc, c'était un peu un travail, une première année où j'ai beaucoup travaillé. C'était du développement personnel, je pense, beaucoup de coaching et développement personnel. J'ai essayé d'intégrer des réseaux d'entrepreneurs qui te permettent, tu sais, de rencontrer... il existe plusieurs réseaux sur le marché, donc, que j'ai découvert quand je me suis installée, que je ne connaissais pas. Qu'il y en avait beaucoup. Qu'il y en avait énormément. Et du coup, tu te dis, comment je fais pour choisir? Pareil, donc j'avais fait des réunions où tu peux demander à être invité.
Donc j'ai fait quelques réseaux et j'ai choisi celui qui m'allait le mieux, où je me suis retrouvée. C'était un groupe sympa. Alors peut-être que tu connais le réseau Bouge ta boîte. Voilà, donc j'ai intégré un réseau très sympathique et j'ai eu tout de suite un feeling avec ce groupe-là. Et je les ai intégrés, je pense, en décembre, 2 mois après mon installation. Et ça m'a mis dans une nouvelle dynamique complètement différente de ce que je connaissais avant. Et de sortir, de ne pas avoir que des experts comptables aussi. Que des experts comptables et aussi découvrir, c'était marrant de voir comment le métier d'expert comptable est perçu de l'extérieur. C'est passionnant. C'est vraiment, je prends le temps à chaque fois d'écouter et de voir déjà... Parce qu'en face de toi, quand tu fais partie d'un réseau, c'est des clients potentiels ou des clients qui ont déjà leur expert comptable. Donc, j'essaie de voir et je leur pose la question, qu'est-ce que tu aimes chez ton expert comptable ? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ? Ou parfois, dans discussion, certaines, puisque c'était un réseau entrepreneur féminin, expliquent pourquoi elle n'aime pas, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'était intéressant de voir ça et de... Alors, ce qui me marque le plus, et je pense que ça me marquera toujours, parce que c'est toujours le cas, c'est que les prospects ou les clients, les prospects en tout cas que j'ai pu rencontrer, nous appellent tous comptables. Alors, c'est pas péjoratif, mais ils ne font pas la différence entre expert comptable et comptable. Pour eux, c'est un expert en comptabilité. Mais non, mais ils font pas la différence. C'est-à-dire qu'ils sont même pas conscients que l'expert comptable a fait 8 ans d'études pour être expert comptable. Et du coup, moi, quand je discute, je le corrige, j'essaie de leur expliquer. Ils me disent, mais je comprends pas, mais moi, mais c'est un comptable. Mais il a un cabinet. Donc, j'essaie déjà d'expliquer pour s'installer, il faut être expert comptable, il faut être inscrit à l'ordre des experts comptables, que ça serait bien qu'ils checkent leur actuel comptable ou expert comptable s'il est bien inscrit. Et donc, ça, je t'avoue que ça m'a un peu... pas irritée, alors je sais pas, mais je n'avais pas conscience de ça. Et parce que nous, on est dans notre monde, un expert comptable, c'est Bac plus 8. Et quand tu discutes avec eux, ils disent, mais d'accord, je savais pas. Bon, après, ils intègrent tout de suite la différence, mais au début, j'ai donné mes documents à mon comptable qui me demande les justifs c'est comptable, en fait. Et quand tu expliques le parcours, eh bien, ils sont d'accord, c'est pas, tu vois, ils se rendent compte que c'est pas du tout la même chose. Donc moi, c'est les anecdotes, j'ai vraiment eu du mal au début, mais maintenant, je prends le temps d'expliquer et je me rends compte que c'est aussi à nous de communiquer. Et c'est à nous d'expliquer à nos prospects, ou en tout cas de communiquer autour de notre profession et d'expliquer que l'expert comptable, il a une formation, il est techniquement très très capé et il a une formation pluridisciplinaire. Il comprend la fiscale, il comprend le droit fiscal, il comprend le droit de société, Alors, il n'est pas expert dans tout, clairement, mais quand il parle avec un dirigeant, il est capable de parler de sa stratégie de développement du produit, de sa chaîne de valeur, aussi bien de son intégration fiscale que de de son BFR, de son cash flow. Donc, c'est très complet et je pense que c'est assez exceptionnel et il faut savoir le mettre en avant. Félicitations, tu as été au bout de cet épisode. Aide-moi à faire connaître le podcast en choisissant parmi ces 3 options. Le plus rapide d'abord, c'est de me donner 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. Le second, c'est d'écrire un gentil commentaire pour m'encourager et pour faire plaisir à l'algorithme. Et bien sûr, tu peux aussi en parler autour de toi. Enfin, le top du top, ça serait forcément de faire les 3. Pour découvrir le prochain épisode, je te donne rendez-vous dimanche prochain à 10h.